Au cours des 6 séances à venir, on invitera des chercheurs, mais aussi des artistes chercheurs, pour venir discuter de leurs expériences en cours ou passées. Alors aujourd'hui, le thème de la séance, c'est de la cartographie alternative à la cybergraphie. Nous aurons deux intervenants. Tout d'abord, par ordre d'intervention, Thierry Joliveau, qui est géographe au CRENAM, à l'Université de Saint-Étienne. Le titre de son intervention est « De la géomatique à la cybergraphie, expérimenter l'imaginaire des techniques géonumériques ». Et puis ensuite, Anna Guillot, qui est artiste, plasticienne, qui est dans le département arts plastiques et sciences de l'art et au laboratoire d'études des sciences des arts d'Aix-Marseille Université, et qui nous présentera une intervention qui s'intitule « Cartographie alternative et géographie expérimentale, proposition artistique ». Alors, la règle du jeu, c'est 30 minutes, 35 minutes pour chaque intervenant, une pause. Les questions sont interdites avant la deuxième partie du séminaire. On prend le temps de réfléchir, de boire un café ensemble en une dizaine de minutes, et ensuite, on a une heure et demie de discussion, tous ensemble, et ensuite un petit déjeuner qui est offert par l'IMERA je pense à l'étage du dessus, pour continuer justement les discussions autour des interventions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne session. Merci Cédric. Bonjour à tous. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation dans un cadre superbe. Ce que je vais présenter est tiré d'un mémoire de M1 de Mélanie Mondo, qui aurait aussi bien que moi présenté des choses, mais comme elle est en M2, c'est compliqué. Et donc il y a énormément de choses qui sont de son travail. Et puis c'est un travail collectif, même si je n'ai pas pu le valider avec les personnes qui sont là. Parce que c'est la première fois que je le mettais en ordre. Voilà, donc c'est un peu une première à tous égards. Et puis il y a un petit peu un sentiment d'imposture, parce que moi je ne suis pas du tout, vous allez voir que ma posture est géographe, spécialiste des outils qu'on appelle géonumériques, c'est-à-dire tout ce qui est la cartographie automatique, tout ce qui est les systèmes d'information géographique, la géomatique telle que ça s'appelle et telle qu'on a essayé de la construire professionnellement, entre guillemets disciplinairement. Donc voilà, je suis quelqu'un qui vient de la géographie, mais d'une géographie plutôt tournée autour des outillages et des instruments, avec l'idée que derrière les outillages et les instruments, il y a une pensée. Et donc, contrairement à ce que mes collègues géographes ont cru pendant des années, c'est-à-dire qu'en important des outils, on n'apporte pas des outils, on apporte des manières de réfléchir. Voilà, mais que derrière ça, j'ai quand même un grave défaut assez technique. Enfin, j'ai un goût pour les outils techniques, voilà, qui fait que je veux bien avoir des critiques là-dessus, mais j'ai un goût. Alors, c'est le projet que je vais vous présenter. C'est un projet qui a été donc mené avec des artistes. Et le contexte rapidement, c'est un groupe d'artistes. Alors mes diapos vont être beaucoup plus verbeuses que ce que je vais en dire. Par définition, je ne savais pas trop bien combien de temps j'allais devoir parler. Donc je vais accélérer par rapport à ça pour tenir dans les 35 minutes, mais je mettrai les diapos à disposition ensuite. Donc en fait, c'est l'AADM qui est un groupement d'artistes qui fonctionne depuis une douzaine d'années, qui est sorti de l'expérience de la Friche RVI à Lyon, et un LabEx dans lequel je suis, Intelligence des mondes urbains, qui essaye d'intensifier la recherche urbaine. C'est un très gros LabEx avec multidisciplinaire, 400 chercheurs, etc. Enfin, moi, je passe assez vite. Et en fait, l'ADN avait développé en interne un labo des usages numériques. Il travaille beaucoup sur l'art numérique pour avoir une sorte de terrain d'expérimentation commun avec des chercheurs. Et c'était eux qui avaient construit le système et qui se sont rapprochés des chercheurs, y compris l'IMU. Et c'est dans ce cadre-là que moi, je me suis trouvé embringué dans une collaboration avec des artistes sur des projets. Alors, je vais faire rapidement la manière dont s'est constitué le collectif, parce que ça me semble important. Et ce n'est pas nous qui sommes arrivés les premiers. Donc, le groupe d'artistes, il est rassemblé autour de Pierre Amoudruz, qui est le directeur artistique d'ADN, et qui travaille sur des interventions artistiques en espace public de type ce qu'ils appellent infusion-diffusion. Donc on mobilise les habitants sur le territoire avant de leur présenter un spectacle qui est entre le théâtre et la performance numérique. Bon, pour moi qui ne suis pas de ce milieu-là, c'est original. Et pour des gens qui viennent du milieu artistique, je suppose que voilà, ou qui s'intéressent à ça,
que je me suis rendu compte que c'était assez commun. Et en fait, il travaille depuis assez longtemps sur les identités virtuelles, avec une volonté de collaboration avec des scientifiques. Alors, il y a eu plusieurs projets successifs menés par ces artistes. Un qui s'appelle At Home. 12 adolescents du quartier Mermoz à Lyon participent à une expérience inédite, détourner le réseau social Facebook pour écrire une fiction multimédia à 32 mains. Donc c'est quelque chose qu'ils ont fait, et ils l'ont fait pas en rapport avec des scientifiques, c'était leur premier projet. Il y a un deuxième projet qui s'appelle Avatars Riot, qui a été réalisé en 2015, qui est une déambulation en réalité parallèle sur vélo triporteur. Et bon, le synopsis vous pourrez le lire à loisir. L'idée, c'est que c'est toujours une porosité entre le monde numérique et le monde réel, et il y a donc un avatar qui essaye de retrouver une sorte de corps, de s'incorporer dans le réel. C'est quelque chose qui travaille, voilà, c'est leur thématique depuis assez longtemps. Donc ces projets sont documentés, vous pouvez les retrouver sur le net, il y a beaucoup d'informations. Alors, la première entrée sur ce projet, c'est des anthropologues, une anthropologue, il faut rester, on n'est pas 25 000 à travailler là-dessus, donc une anthropologue, mais ça veut dire que c'est l'entrée de l'anthropologie. Ce qui est déjà, dans un dispositif comme ça, le fait qu'une spécialiste vient, elle vient en fait avec l'anthropologie. Elle ne vient pas en tant que spécialiste en train de travailler. Elle amène l'anthropologie, les méthodes de l'anthropologie, les réserves de l'anthropologie sur un certain nombre de choses. Enfin, voilà. Donc c'est Jeanne Drouet, et donc qui travaille sur Avatars Riot, qui est toujours un avatar qui s'incorpore dans une enveloppe fixe. C'est plus net dans Avatars Riot que dans At Home. Qui est en fait une réinterprétation par les artistes des avatars bleus de Casilli en 2005, une définition, c'était l'inverse en fait. Casilli pensait l'avatar comme une incarnation immatérielle, et eux renversaient simplement les choses, c'est-à-dire l'avatar avait une incarnation matérielle. Et en fait, pour donner corps à cette fiction, et avec Jeanne Drouet dans l'équipe, ils inventent une science et des spécialistes d'un genre nouveau, qui vont mettre en dispositif fictionnel, c'est-à-dire qu'ils vont intervenir en tant que scientifiques. Pourquoi ils arrivent à ça? C'est parce que si l'avatar cherche à s'incorporer, il faut l'étudier et le comprendre, et on peut le faire qu'en devenant des spécialistes de cet entre-deux-mondes, là où les ondes électromagnétiques se brouillent, là où il y a des interférences entre le virtuel et le réel, et c'est là qu'on doit enquêter. Donc en fait, on est devenus des enquêteurs, et il faut qu'on ait une discipline scientifique qui s'appelle la cybergraphie. Donc, l'explication est, voilà, la cybergraphie, c'est des spécialistes, des experts, alors ça varie, hein, ça va varier au cours du temps, vous allez le voir, mais c'est des explorateurs qui sont missionnés par le ministère des Internets pour chercher les porosités entre les mondes virtuels et les mondes réels dans l'espace public. Et ils vont servir de leur kit de vidéoprojection pour projeter des objets immatériels sur des façades, etc. C'est des dispositifs qu'on va avoir dans les deux projets. Il y a une science inventée qui sert de ressort fictionnel, qui s'appelle la cybergraphie. Alors, c'est un dispositif de pseudo-science en art qui a de nombreux précédents, vous en connaissez certainement plus que moi. Bon, nous, dans notre domaine de l'aménagement, de la géographie, c'est la psychanalyse urbaine de Laurent Petit qui est la référence, c'est-à-dire des fausses conférences sur des territoires pseudo en aménagement et qui sont à la fois dérangeantes, très drôles, enfin voilà, des dispositifs critiques. Et chez eux, c'est très clairement, il y a beaucoup de références explicites, hein, c'est une des références qu'ils ont. Alors, Jeanne Drouet décide de donner une réalité, comment dire, numérique à la cybergraphie en écrivant un article sur Wikipédia qui définit la cybergraphie, un ensemble d'approches, de méthodes et techniques d'enquête relatives à l'étude du cyberespace et de sa population, principalement les internautes. Elle permettrait de traquer les traces du monde virtuel dans le monde réel. Alors après, vous lirez, il y a tout un descriptif, il y a tout un appareillage bibliographique autour de la cybergraphie qu'elle met sur Wikipédia, ce qui n'empêche pas, si vous pouvez lire, là, que ça reste quand même un article très orphelin, et que sur Wikipédia, normalement, un article comme ça, sans vraiment beaucoup de sources et beaucoup de liens, n'a pas vocation à rester. Dès que quelqu'un va commencer à les regarder, le caractère vraiment sérieux de la cybergraphie. Alors, comme elle avait ce problème-là, elle m'a contacté à partir d'un blog que j'ai qui s'appelle Monde Géonumérique, que je tiens depuis 2007, enfin je tiens moins maintenant, mais que j'ai tenu longtemps pendant un moment, et qui en fait représentait ma réflexion
sur comment dire, la diffusion dans le grand public des outils qui étaient des outils professionnels de géomatique qu'on utilisait jusqu'alors, en particulier avec Google Maps, etc. Et où on s'est rendu compte que d'un seul coup, nous, ce qui était pour nous une sorte de niche un peu professionnelle et très spécialisée de traitement de données géographiques est devenu quelque chose qui s'est banalisé extrêmement vite, bon, et qui a, dans notre domaine, contribué à la création de concepts sur l'information géographique volontaire, le GeoWeb, enfin, toute une manière de prendre en compte le fait que les utilisateurs des outils qu'on avait ne sont plus des spécialistes de l'aménagement du territoire et de l'espace, mais un peu tout le monde, et que se crée quelque chose d'un petit peu particulier. Alors comme j'avais mon blog, elle m'a demandé d'écrire un article qui renvoie à Wikipédia pour légitimer la cybergéographie, ce à quoi ça m'a vraiment intéressé, donc je me suis lancé, j'ai écrit un article qui s'appelle « Du cyberespace à la cybergéographie » qui sert en fait de source scientifique à cette science fictionnelle. Voilà. Donc, en allant vite, le billet est toujours sur mon géonumérique. En fait, je m'appuie, je ne savais pas trop bien sur quoi développer, et donc je m'appuie sur quelque chose qui en fait depuis est devenu assez banal, mais qui à l'époque, il y a 3-4 ans, émergeait seulement. C'est l'idée de, comment dire, du fait que le cyberespace n'est pas un ailleurs, j'y reviendrai, mais quelque chose qui est très mêlé à notre vie quotidienne, donc c'est maintenant une banalité parce qu'on le sait. Remettez-vous 4 ou 5 ans en arrière, c'était pas très évident, on avait encore le virtuel, la perte dans le virtuel, l'immatériel, et j'étais simplement allé retrouver Gibson, qui est l'inventeur de la notion de cyberespace dans son roman Le Neuromancien, puisqu'en fait le cyberespace, qui est quelque chose qui par exemple maintenant très sérieux pour les militaires parlent du cyberespace, de sa défense, de son invention, c'est une invention d'un roman de science-fiction un peu... Gibson, c'est pas que de la science-fiction, c'est la science-fiction un petit peu, comment dire, exploratoire, un peu avant-gardiste. Et en fait, Gibson, qui avait inventé ce cyberespace hallucinatoire dans lequel on se perd, un peu compliqué dans le neuromancien, en fait est déjà revenu depuis assez longtemps, et en particulier dans un roman qui a été mal traduit en français par Code Source, qui est vraiment pas bien traduit, mais qui s'appelle Spoke Country, et qui a abandonné cette conception hallucinatoire pour au contraire dire, en fait, le cyberespace, il est présent partout, il s'est rematérialisé, on le rencontre dans tous les coins, et là, dans sa logique, il y a tout un tas de dispositifs de rematérialisation. Donc ça me semblait correspondre à la cybergraphie. Et par ailleurs, c'était Gibson, quand il l'a théorisé, comme le cyberespace s'est retourné sur nous comme un gant. C'est ce qu'il dit quand on l'interroge sur Google Maps et sur les outils en 2005-2007, au moment où il écrit Spoke Country, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous repris à l'intérieur du cyberespace qui s'est retourné autour de nous. Il y a une inversion de l'intérieur et de l'extérieur, et bon, Internet a colonisé le monde physique. C'est cette idée-là, donc ça me semblait aller dans le sens de la cybergraphie. Alors, je vais faire un aparté, mais très court. Ce que je viens d'expliquer d'un point de vue géographique, on est passé de la géomatique à la géonumérisation. La géomatique, c'était vraiment très spécialisé sur un type de données, voilà, et maintenant, on est dans une sorte de géonumérisation accélérée, c'est-à-dire qu'à peu près tous les éléments, les événements, les objets du monde réel ont une transcription numérique, et une bonne partie de tout ce qui peut se localiser sur la surface terrestre, qui existe sur le web ou les réseaux sociaux, est localisable d'un seul coup. Donc c'est la dimension GeoWeb, c'est-à-dire qu'on peut retrouver beaucoup de références numériques, on peut si elles ont un sens, mais dans beaucoup de cas, des objets numériques ou des entités numériques ont un sens à être localisées, elles sont maintenant localisées. Il y a des coordonnées XY qui sont ajoutées, ou des tags qui renvoient à un objet. Donc on peut assez facilement avoir un portrait numérique de quelque chose, voir comment ça se répartit sur une carte. Et il y a une dimension imaginaire autour de la géomatique qui est devenue très importante. Il était très certainement déjà là chez les techniciens qui l'utilisaient, mais le fait que cet imaginaire soit passé dans le grand public lui donne un autre type d'intérêt, à l'analyser. Donc, on a été, suite à ces discussions-là, j'ai été intégré dans la nouvelle création de l'ADN, qui
qui donc est un projet de recherche qui combine art, anthropologie et géographie, sachant que Jeanne Drouet, pour des raisons personnelles, etc., a été sur ce nouveau projet un petit peu en arrière, même si elle a commencé au début, elle n'a plus été disponible ensuite. Et qu'en fait, on a construit quelque chose, moi, qui ne m'était jamais arrivé, donc je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'était un risque pour nous, c'est qu'on a construit, dans notre master, qui est un master plutôt technique, on a construit un stage de première année pour faire... donc c'est Mélanie Mondo, qui est étudiante en géomatique, et donc qui est spécialiste des techniques de géographie informatique, au moins en train de se former. Elle a été intégrée dans le projet comme stagiaire géomaticienne cybergraphe officielle de l'équipe. C'est-à-dire qu'elle a accompagné l'équipe en étant la géomaticienne cybergraphe. C'est-à-dire qu'on a fait comme si la cybergraphie n'était... Il y avait une variante de la géomatique qui était une géomatique fictionnelle, qui est la cybergraphie. Voilà. Donc c'était un peu risqué parce que mettre une étudiante de première année dans un dispositif comme celui-là, j'étais un peu réticent. Bon, heureusement, Mélanie est quelqu'un d'une part de formidable avec beaucoup de recul. Et elle était chargée de nourrir les artistes en techniques susceptibles d'enrichir la fiction. C'est-à-dire, en fait, eux, ils découvraient avec elle qu'il y avait tout un tas d'outils. Ils en avaient un peu, ils n'avaient pas regardé, qu'il y avait tout un tas d'outils réels pour essayer de repérer les traces du numérique dans le réel et réciproquement. Donc, elle les a nourris de ça. Donc, le stage s'est terminé en août. Et c'est la première fois que je présente ces résultats. Voilà, c'est pour ça que je dois mettre un peu d'ordre dans mes idées. Alors, le spectacle s'appelle Là où le cloud, ici le soleil. Alors, c'est un nouveau projet qui a été lancé en 2016, réalisé en 2017. C'est un spectacle de rue en déambulation qui mêle théâtre, cinéma et art numérique. On projette sur des façades comme un cinéma ambulant, etc. Alors, si vous regardez un petit peu, j'ai mis la manière dont les artistes le présentent. C'est le thème de la solitude du citadin hyper-connecté, c'est-à-dire il reste dans quelque chose d'assez classique. C'est une intervention artistique en espace public, une joyeuse mystification scientifique, une vraie fausse enquête techno-écologique. Donc ils ont réintégré les anthropologues, une fenêtre ouverte en pop-up dans le quotidien. C'est une création d'infusion-diffusion. Donc il y a le déploiement d'une zone de fouille cybergraphique. C'est un chantier ouvert au public dans lequel il montre qu'il y a des relevés d'usage numérique qu'on peut trouver sur un espace donné. Il y a ensuite une déambulation projetée sur les murs de la ville avec l'apparition d'un avatar qui revient comme à la place de quelqu'un qui aurait disparu et va en fait mobiliser quelqu'un qui c'est une comédienne dans la déambulation et qui va jouer avec lui. Et donc il y a une partie réelle, une partie projetée avec des choses. Voilà. Et en guise de conclusion, il y a un diagnostic électrosensible du territoire et puis il y a un site web qui est construit autour de ça. Donc je n'ai pas le temps de vous montrer le projet, vous le regarderez sur... Ça ressemble à ça. Sachant qu'en fait, pour l'instant, on est dans des systèmes de résidence. Donc ça, je vais passer vite parce que je pense que vous connaissez, mais moi j'ai découvert cette logique de fonctionnement avec une commande par une structure territoriale, un terrain qui va être l'espace et qui devient les zones d'exploration, une thématique générale qui sert un peu à vendre le projet aux commanditaires. Et donc cette... l'hyper-solitude du connecté est aussi un discours qui sert à parler à des commanditaires territoriaux qui ne sont pas forcément très très ouverts sur des choses un petit peu plus abstraites. Un récit, une fiction, des formes visuelles pour embarquer les habitants et un mode de travail par résidence. Donc, dans différents endroits, ils ont été financés pour travailler ensemble. Et donc, l'étudiante, nous, a participé à toutes les résidences, à la fois en donnant des éléments quand elle le pouvait, et puis en observant ce qui se passait de manière à pouvoir comprendre. Je vais y revenir. Donc il y a eu 4 résidences entre le 27 février et le 28, le 8 juillet. Après, elle n'était plus là. Il y a une autre résidence qui vient de se passer. Et la création est aux subsistances à Lyon le 15 et 16 décembre prochain. Donc ce que je vous présente là n'est absolument pas la version, c'est la version en août. Mais visiblement, de ce que j'ai pu entendre, ça évolue pas mal. Donc la création est en cours. Et ça va être difficile de débriefer avec les artistes avant, là ils sont ils sont dans cette création-là, c'est autre chose. Donc voilà ce que ça donne un petit peu comme l'organisation du projet là-haut. Il y a un travail sur le terrain de récolte des données en ligne. Ensuite, il y a une infusion sur le territoire, donc ça se passe en ligne. Ensuite, sur le territoire, ils font tout un tas d'opérations pendant une semaine
sous forme de happening. Je vais expliquer ça rapidement ensuite. Et puis après, ils inaugurent un jardin partagé numérique. Donc, ce qui était une fouille cybergraphique, un truc un peu archéologique, dans ce projet-là a évolué vers quelque chose de beaucoup plus poétique, qui est assez significatif un peu de leur évolution par rapport à ça. Donc c'est un jardin dans lequel ils récoltent un certain nombre de choses, c'est un jardin, voilà. Et à partir de ce jardin, il y a où tout le monde, tous les habitants sont, enfin tous ceux qui le veulent sont invités à venir, il y a une perturbation dans ce travail de cybergraphie par l'avatar qui intervient par l'intermédiaire de tweets et qui en fait amène à être suivi, et donc voilà, tout le groupe de personnes intéressées déambule à travers la ville en suivant l'avatar, et là on bascule dans une fiction. Et ensuite, le compte-rendu de ça et de la fouille cybergraphique est projeté et mis sur Internet, ce qui n'est pas encore le cas quand le projet sera fini. Ce dispositif est proposé à être reconduit dans d'autres lieux, comme un système à la fois d'animation, artistique, de mobilisation. Voilà. Alors, je passe sur le synopsis. Donc, les participants, vous voyez qu'il y a des gens qui sont de l'ordre de la science, il y a des gens qui sont du spectacle, il y a des gens qui sont du côté de la technique. Bon, c'est quand même un dispositif assez complexe. Alors, maintenant j'en viens à la problématique et la méthodologie. C'est quoi nos objectifs? Alors, bon, en fait, on est un peu parti là-dedans, donc on a construit des objectifs en même temps qu'on le faisait. Donc, c'est un peu une réécriture. On explore l'imaginaire lié aux usages de la géomatique chez les artistes et chez les participants. Et on aborde la place de la cartographie dans cette démarche artistique. On analyse l'effet miroir d'une discipline qui se met en scène dans une fiction. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on a des idées, nous, sur notre discipline géomatique et numérique, et là, on la regarde mise en scène, tout en contribuant à cette mise en scène. Il y a des effets miroirs et de boucles de rétroaction assez complexes à gérer. Bon, donc, je vous livre ça comme ça. Pour l'instant, je ne sais pas bien comment on peut se dépatouiller avec ça. Donc, la démarche est plutôt ethnographique, observation participante. Ça, Mélanie s'est calée sur les démarches que Jeanne lui a données. C'est une approche inductive avec une collecte d'observation, un questionnement général, un journal de bord, enfin des entretiens semi-directifs, quelque chose d'assez classique dans ces approches-là, même en géographie sociale. Mais ce n'est pas fini. Donc, je vais passer très rapidement pour que vous ayez une idée, mais je ne vais pas les décrire, ils sont dans le support. Il y a des outils cybergraphiques qui ont été créés par des artistes. Donc là, j'en présente un que je reviendrai, c'est un marquage du territoire. En particulier, c'est le marquage des zones de vidéosurveillance. L'idée, c'est que puisqu'on est surveillé, on va surveiller les zones surveillées. Donc l'idée, c'est de les marquer avec des dispositifs de marquage. Mais il y a plein d'autres systèmes. Alors, il y a des outils qu'on voit dans d'autres projets artistiques. Il y a Jojo 8, qui est un drone terrestre sniffer de Wi-Fi et de données géolocalisées, c'est-à-dire un système qui est censé être capable de repérer de l'information. C'est ce qui va permettre, par exemple, en essayant de voir quels sont les tweets qui sont présentés à l'avatar, d'intervenir dans la réalité, parce qu'il va en fait pirater Jojo pour lui intervenir avec un tweet qui va lui permettre ensuite de montrer un Skype directement qui va se passer sur les façades. Donc il y a une map mobile qui est en fait un vélo triporteur avec un vidéoprojecteur qui permet de projeter des films qui ont été soit tournés spécialement sur le territoire, soit plus général. Vous avez un bâton de techno-chaman dont je n'ai pas la photo, et donc il y a des usages cybergraphiques et des usages artistiques. Donc il y a une dimension fonctionnelle et cybergraphique, alors fonctionnelle, ficto-fonctionnelle. Donc c'est ce qui permet de détecter l'enregistrement de l'ensemble des réseaux Wi-Fi à portée. Voilà. Il y a un chariot de marquage urbain donc, qui est utilisé pour faire ça, puis qui sert aussi à porter tout le son du système quand il s'agit d'une déambulation, parce qu'il y a tout un dispositif dans la déambulation qui est assez lourd. Il y a un laser scanner qui est inspiré des tachéomètres de la topographie, qui permet de mesurer les angles de distance sur un territoire. Donc, dans l'usage artistique, c'est ce qui va permettre couplé à des nuages de fumée, il va servir à représenter le cloud. À un moment donné, il y a une représentation du cloud dans le spectacle. Il y a des soundbags parce qu'il y a beaucoup de sons associés et qui ont... Bon, voilà, vous avez un petit peu compris. Ça, c'est la partie que les artistes ont développée. Et puis, Mélanie, en tant que géomaticienne cybergraphe, a développé des outils cybergraphiques de différents types. Une cartographie participative sur la vidéosurveillance. En fait, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de savoir où sont les caméras de vidéosurveillance et de les cartographier, de savoir quels sont les tweets qui sont envoyés, de collecter des données en 3D, photos en 3D pour refaire des... Voilà. Ça, c'est des outils qui sont les outils... Alors, il y en a un paquet, sur lesquels je ne vais pas revenir.
géolocaliser les hotspots d'une ville, etc. Bon. Il y a la couverture au très haut débit, il y a une carte très haut débit qui existe. Donc ça, c'est des outils qui sont utilisés par les artistes, mais déconnectés du spectacle, et que Mélanie a proposé. Et puis, il y a des systèmes, pendant la période d'infusion, de happening cybergraphique qui permettent, alors je vais les présenter rapidement. C'est quelque chose qu'ils ont pensé, mais qu'ils n'ont jamais... Celui-là, ils l'ont fait fonctionner. C'est un hébergement d'urgence pour mails d'amour perdus. Donc en fait, ils se mettent quelque part, voilà, et ils disent qu'il y a des mails qui se perdent, et il y a un mail d'amour, et ils discutent avec un certain nombre de personnes autour de ceux qui veulent. Là, ça leur permet de repérer les liens affectifs et l'utilisation concrète que peuvent avoir les habitants avec des mails. Il y a un hack de caméras de vidéosurveillance, donc ils font semblant de pouvoir hacker les caméras de vidéosurveillance. Donc ça, ils ne l'ont pas mis en place parce que c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il faut se mettre dans un endroit où il y a une vidéosurveillance, il faut filmer ce que filme la caméra vidéo, parce que l'accès aux données de vidéosurveillance est très limité, et faire semblant de monter un système autour de ça. Donc là, ça a été pensé. Il y a le marquage urbain qui sert à mettre en lumière les zones publiques vidéosurveillées. Donc dans la ville, vous trouvez plein d'endroits qui sont marqués comme ça. Voilà, et puis là, donc ça a été fait une fois à Villefranche-sur-Saône, une autre fois dans la région parisienne, et ça sera fait à Lyon subsistance. Troisième fois, vous avez l'itinéraire de déambulation rapide. Alors, le bilan après Avatar Riot. Pour aller vite, puisque je vais terminer en 5 minutes, après Avatar Riot, c'est-à-dire celui que Jeanne Drouet, l'anthropologue, avait fait, elle avait trouvé le système intéressant, mais assez frustrant du point de vue de la connaissance anthropologique. En fait, il y avait eu, comment dire, à un moment donné, les artistes avaient un message à faire passer, elle avait des questions à poser, et assez rapidement, le message à faire passer l'a emporté sur les questions à poser. C'est-à-dire comme dispositif de réflexion et de questionnement anthropologique, le projet artistique, ça lui semblait intéressant comme dispositif, mais c'était loin d'être allé au bout, elle était un peu frustrée. Alors, nous, on n'avait pas on ne cherchait pas vraiment de connaissances sur les usages numériques, on essayait plutôt d'avoir un regard sur nous en tant que géomaticiens, comment nos outils pouvaient être vus, et par les artistes et par les habitants. Alors, c'est difficile de vous faire une synthèse maintenant, parce que Mélanie a rendu son mémoire en septembre, le spectacle est prévu pour fin décembre, on n'a pas fait de séance débriefing avec l'ensemble de l'équipe, donc c'est pour ça que je peux difficilement vous faire un vrai retour, et c'est la première fois que je l'expose. Donc, en fait, le matériau qu'a rapporté Mélanie est assez riche, mais il est incomplet. En particulier, on n'a pas d'entretien systématique avec les participants, ni même avec les artistes. On a quelques participants sur lesquels on a des entretiens. On a un très long entretien avec Pierre Amoudruz, mais qui est aussi très impliqué dans ce projet. Donc, c'est intéressant, mais c'est certainement le plus directement intéressé par ça, parce que c'est lui qui est porteur de cette collaboration avec des scientifiques. Donc, c'est intéressant, mais il faudrait croiser. Et l'idée, c'est que nous, on essayait moins de documenter et d'analyser les pratiques sociales, comme les anthropologues voulaient le faire, qu'avoir un éclairage décalé sur nos propres outils. C'était un peu ça qu'on allait regarder. Et de ce point de vue, donc, il y a des choses intéressantes à repérer. Alors, je vous donne des résultats vraiment très très bruts, comme ça, et assez synthétisés. Il y a des résultats sur la fonction des cartes. En fait, le bilan d'usage de la cartographie est assez contrasté. Les artistes ont été super intéressés à mettre des cartes en disant ça va être bien. Mais en fait, assez rapidement, dans le spectacle, la carte est apparue comme un objet trop complexe pour communiquer. C'est-à-dire que les cartes, il n'y a pas d'interface cartographique au sens classique du terme dans le spectacle. Pourquoi ? Trop compliqué, on va perdre les habitants, ils ne vont rien comprendre. Le temps de lecture de la carte est trop compliqué pour le côté performatif, enfin, leur performance. Donc en fait, et ça c'est des choses qu'on connaît en géographie, on se pose souvent la question de la carte plutôt comme une sorte de référent, soit scientifique, soit tout ce qu'on veut, mais qui est mis un peu de côté pour parler des choses sur lesquelles les gens peuvent parler, mais on parle très rarement de la carte. Ça c'est des observations qu'on a fait en aménagement. La carte existe, elle est là. Heureusement, si elle n'avait pas été faite, on n'aurait pas la discussion, mais ce n'est pas la carte elle-même qui génère la discussion, ou pas toujours. Elle est souvent ensuite laissée un peu comme une sorte de caution, soit scientifique, mais on pourrait même aussi une caution, comment dire, un peu affective ou subjective, c'est-à-dire quelque chose a été produit sur la carte, mais quand on va être entre nous, on va discuter, et on va discuter sans des objets graphiques. Ça, c'est la dimension quand même assez nette, et là, ça apparaît,
Et donc la carte va se retrouver comme un peu toujours dans la partie amont ou dans la partie aval, mais elle ne va pas se trouver au cœur de l'expérience. C'est pas du tout une critique, mais avec des artistes, ça fonctionne comme avec des aménageurs, si vous voulez, si on peut simplifier les choses. Voilà par exemple les tentatives de cartes qu'on a fait. Ça, vous avez, mais je dois déjà vous l'expliquer, plus vous sévère, plus vous êtes connecté. C'est-à-dire plus vous avez de hotspots, de Wi-Fi, de machin, enfin voilà. Alors, mesurer avec des outils qu'on a, imparfaits, mais peu importe. Mais ça suffit hein, pour la fiction. C'est-à-dire, voilà. Bon, ça n'est pas présentable, même si on le retravaille, on pourrait travailler. C'est trop long. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Donc, pareil, il y a le jardin, la numérique partagée, à partir de quelle part la déambulation. Il y a une cartographie des objets qui sont mis sur ce jardin ou ce qu'on y trouve, qui a été faite par Mélanie. Elle se trouvera sur le site web très certainement, parce que pour l'instant, il sera quand ce sera fini. En revanche, il n'est pas mobilisé pendant le spectacle. En revanche, ce qui est mobilisé, une des choses qu'a apporté Mélanie, c'est le 1 million tweet map, c'est-à-dire le fait qu'on peut, quand des tweets sont géolocalisés, on peut les faire apparaître sur la carte, et donc on peut amener les gens à tweeter, ceux qui sont dans l'assistance, voir leur tweet apparaître sur la carte où on est, et c'est ça qui permet ensuite à l'avatar de venir se mêler aux gens qui sont là en train de tweeter sur leur téléphone, et il y a quelqu'un qui vient perturber le système et le détourner. Ça marche. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a pas vraiment la carte, on voit les tweets arriver. C'est-à-dire, voilà, l'objet tweet arrive, et là, on comprend vite ce que c'est, et ce qui permet, voilà. Donc, ça a été pas complètement expérimenté, parce qu'il s'est mis à pleuvoir pendant la déambulation, donc ça a été un petit peu squeezé pour d'autres raisons. Deuxième type de résultat, la dimension sociopolitique de la géomatique. Bon, il y a un débat sur cette géographie numérique qui est héritière, comme la cartographie, c'est une technique militaire étatique de contrôle et de surveillance, et c'est assez clair. Hein. Google Maps n'est que la représentation, enfin je veux dire le rachat par Google d'une société qui avait été financée par la CIA pour faire de la cartographie 3D pour l'armée américaine. Bon, le Google Earth c'est ça au départ. Il y a toute une dimension, donc on le sait. Moi je pense qu'elle est elle est surreprésentée, en particulier dans les milieux critiques, c'est-à-dire qu'on surestime cette dimension cartographique parce qu'il y a tout un soubassement de la cartographie plus critique, émancipatrice, subjective. Il y a tout un travail en sous-sol qui n'est pas de l'ordre du contrôle de l'État et qu'on voit réapparaître depuis très longtemps. Vous avez des éléments de cartographie même au XVe siècle, très personnel, avec des objets cartographiques assez étonnants. Bon, qui fait que, bien sûr, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi une autre... Donc, l'idée, c'est que c'est pas facile à repérer et à analyser. C'est-à-dire que quand on regarde les usages, repérer les usages, comment dire, contre-politiques ou militants de la cartographie avec une logique d'émancipation, c'est pas facile à observer. Et on se demandait si le dispositif ArtScience pouvait peut-être nous aider à le faire apparaître, mais ça, on n'a pas encore suffisamment de résultats. Un troisième résultat, c'est que les artistes eux-mêmes ont changé de posture par rapport à la science. C'est-à-dire qu'avant, ils ont abandonné pendant le projet là-haut, le dispositif qu'ils avaient, lors d'une résidence, ils ont dit « Ok, on ne peut plus apparaître comme des scientifiques pour tout un tas de raisons. » C'était comme ça. Ils avaient des blouses blanches, ils étaient les cybergraphes. Parce que ça ne marche pas, c'est pas ça qui nous permet de rencontrer les gens. Les gens ne s'arrêtent pas quand on est en train de faire des choses techniques sur le terrain, donc ils ne nous demandent pas ce qu'on fait. Et nous, comme on est les scientifiques, et qu'on doit faire des trucs techniques, on ne peut pas les alpaguer. On n'a pas de raison de les alpaguer. Donc, notre dispositif de cybergraphe scientifique, ça ne marche pas, il faut qu'on l'abandonne pour des raisons... le positionnement technique et professionnel, ça n'embraye pas avec les gens. Donc, ce n'est pas dérangeant non plus, et puis c'est même, à la limite, quasiment aussi marginalisant que celle d'artiste. En fait, c'est ça qu'ils nous ont dit. Par rapport à la population, qu'on apparaît comme artiste ou comme scientifique, on n'est toujours pas visible du tout, donc ça nous sert pas. Alors, ils ont cherché autre chose, et c'est ce qu'ils proposent comme cybergraphe, c'est une sorte de mélange un petit peu scientifique, un petit peu hacker, un petit peu poète, donc c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que ça rejoint toutes des applications de la géomatique actuelle en sciences citoyennes, dans lesquelles les géomaticiens ne se positionnent plus en tant que spécialistes,
mais comme donnant des outils pour un certain nombre de scientifiques qui veulent mobiliser les habitants dans une recherche scientifique. Et en fait, ils arrivent par un autre biais à cette discussion-là sur il faut qu'on trouve un autre dispositif par rapport à la science. Alors, d'autres résultats sur l'imaginaire des dispositifs géonumériques. Ça, c'est un petit peu compliqué. D'abord, c'est clair que, mais ils avaient déjà fait l'évolution, ils étaient sur la porosité entre deux mondes qui étaient différents, et là, ils sont basculés dans deux mondes complètement imbriqués, donc correspondant à ce que j'expliquais sur Gibson avant. Et ça, mais comment dire, c'est pas forcément un effet de notre intervention, parce qu'ils étaient déjà là-dedans. En revanche, nous, on a donné des éléments un petit peu plus scientifiques, parce qu'on l'avait observé ailleurs, donc sur le fait que le GeoWeb, c'est-à-dire l'organisation par l'espace de l'information sur Internet, à travers un géoréférencement direct sur le territoire, fait que, bon, il y a des éléments numériques localisables un peu partout, et qu'il faut investir aussi bien l'espace numérique que sa transcription physique. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont dans cette logique qu'il faut aller mettre du numérique dans l'espace, il faut mettre de l'espace physique dans le numérique, mais c'est sûr, donc cette porosité qu'ils voyaient maintenant a eu tendance un peu à se mixer. Voilà. En revanche, il faudrait chercher là-dedans d'autres... Parce qu'en fait, il y a aussi une dimension un peu plus optimiste sur le numérique par rapport au spectacle précédent, qui était quand même très contrôle, surveillance, etc., et qui là apparaît avec le jardin. Le passage de la zone de fouille cybergraphique au jardin numérique partagé montre bien qu'il y a en même temps cette ambivalence vers il y a dans le numérique quelque chose de porteur, d'intéressant. Voilà. Et je termine là-dessus, puis je crois que je n'ai pas trop dépassé. En fait, c'est vraiment des remarques comme ça que je verse au débat, après on peut en discuter. En fait, ce n'est pas tellement l'imaginaire qu'on peut repérer, c'est l'imagination. C'est-à-dire, moi, ce que je n'avais pas vu, c'est que quand on essayait de comprendre ce qu'avaient en tête les utilisateurs de nos méthodes, on regardait un petit peu quelque chose de déjà fait. En travaillant avec des artistes, on peut regarder le travail d'imagination en train de se faire chez les artistes eux-mêmes, en les faisant réfléchir sur ce qu'ils sont en train de créer, et puis voir comment, dans la réception, c'est perçu ou pas. En revanche, c'est assez ténu, c'est assez délicat à interpréter ce travail d'imagination. En tout cas, moi, je ne suis pas tellement armé pour le faire. Et si c'est un mode d'investigation anthropologique déjà éprouvé, l'expérimentation artistique, pour nous, en fait, ça m'ouvre un certain nombre de choses auxquelles je n'avais pas pensé au départ. En fait, on est dans notre pratique professionnelle confronté à de nouvelles formes d'action à travers les hackathons, les ateliers de design, les jeux sérieux, ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire on dit on arrête de faire des plans, etc. Si vous voulez faire un autre plan de circulation, vous mettez des plots, puis vous interdisez, vous regardez comment les gens réagissent, puis après on mettra en place tout le système correspondant. Donc il y a des évolutions vers, c'est la pratique qui l'emporte, et c'est l'expérimentation, et ça déborde très largement les artistes. On trouve ça dans un peu tout. Et nos manières d'enseigner, par exemple, sont très différentes d'avant. On fait de plus en plus des projets d'abord pratiques, puis on théorise après. Enfin, voilà, ce genre de choses. Moi, je me disais que il y a quelque chose à creuser de notre côté sur des pratiques. Voilà, ça c'est le côté intéressant pour ce qu'on en tire. Après, il y a des choses qui sont un peu plus, qui m'embêtent un peu plus. C'est à fictionnaliser, si on peut dire comme ça, notre discipline. Est-ce qu'on finit par quand même par tout brouiller? C'est-à-dire que là, on ne sait même plus maintenant si les outils qu'on a donnés aux artistes sont réellement efficients. C'est-à-dire, moi je sais qu'ils ne le sont pas. Je peux vous dire, il y a à peu près 5% des tweets qui sont géolocalisés. Donc toutes les cartographies de tweets que vous avez sont extrêmement biaisées par des populations qui sont prêtes à géolocaliser leurs tweets. Si vous êtes sur Twitter, je suis sûr que parmi vous, très peu acceptent de géolocaliser leurs tweets. Les gens qui géolocalisent leurs tweets sont très peu nombreux. Donc l'outil qui vous présente les tweets géolocalisés, il existe, il fonctionne, on peut l'utiliser. En revanche, il ne dit rien sur la présence de Twitter et des tweetos dans l'espace. Alors voilà, enfin pour terminer, c'est vrai que c'est facile de terminer comme ça, mais je vais terminer là-dessus. En fait, je pense qu'il faut approfondir ce genre de dispositif, mais il faut qu'on leur renvoie qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous là-dessus, parce que je pense qu'il y a des choses à creuser, mais maintenant il faut que les artistes s'investissent dans des questions qu'on va partager avec eux, et ça c'est quand même pas très très simple. Voilà, je m'arrête ici, avec la bibliographie correspondante.
Donc merci pour cette invitation, Cédric, et merci à tous d'être présents, y compris quelques étudiants à qui j'ai faussé compagnie ce matin puisque j'étais censée avoir cours, mais quelques-uns me font l'amitié d'être là, donc c'est très agréable. Je vais vous parler donc la commande qui a été passée par Cédric, qui était celle de venir parler, plus précisément causer, cartographie alternative. Et donc évidemment j'ai accepté, je suis toujours très contente de travailler avec Jean-Christophe Foll et Cédric Parizeau. Ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on se croise et qu'on se rencontre autour de questions cartographiques. Donc l'intervention que je fais aujourd'hui n'est pas une intervention d'artiste, alors ça c'est presque... Bon, alors le hasard du calendrier fait qu'il y a eu, il y a 15 jours ou 3 semaines, voilà, un séminaire organisé par Jean-Christophe Foll à l'école d'art, où il avait invité effectivement, voilà, parmi d'autres des artistes. Donc là j'avais fait une intervention plutôt artistique à partir de mon propre travail. Aujourd'hui, c'est le pendant plus théoricien peut-être de cette intervention, qui ne m'empêchera pas quand même d'ouvrir et de commencer par vous montrer très rapidement et peut-être un peu immodestement quelques images de mon travail, aussi pour que vous compreniez de quel point de vue je parle, je me situe. Je ne suis ni géographe, ni anthropologue, etc. Je suis effectivement artiste, avec voilà, un volant recherche qui fait que, eh bien, une espèce d'anxiété théorique m'habite et fait que j'accompagne aussi mon travail par voilà, des interventions comme celle-ci, parfois quelques articles à droite, à gauche, etc. Donc, bon, je dessine des cartes, alors ça, je vais le dire un peu rapidement, des cartes de toute nature, des cartes qui parfois ne ressemblent pas à des cartes qui parfois ressemblent à des cartes. Encore une fois, comme je ne vais pas spécialement parler de mon travail, je ne m'étends pas, je vous montre très rapidement comme ça, histoire de créer un paysage, quelques petites choses que j'ai pu faire. Donc, en voici une image, pas trop moche. En voici une, donc c'est une carte du monde qui repère tout simplement quelques murs très emblématiques dans le monde et qui a pour particularité, c'est un dessin. Un dessin à la craie avec des gommettes et qui a pour particularité d'être encadré par un fil barbelé de nature très très spécifique qui s'appelle concertina. C'est un fil barbelé qu'on utilise sur la plupart des murs aujourd'hui et qui est particulièrement efficace, on va dire. Voilà. Un autre exemple, c'est une carte de Singapour. Alors ces deux pièces, c'est des pièces vraiment de dessin. Qui sont d'ailleurs dans des collections privées. Celle-ci est une carte de Singapour qui avait été faite à la fois, c'est un travail au feutre et à la souris, donc avec un peu cette idée que le travail du geste. Alors, en fait, je m'étais intéressée depuis 2005-2006 à la relation qu'il y avait entre le trait et le trajet. Donc, il y avait, comme ça, c'était une époque où je prenais beaucoup les transports de toute nature, et donc il y avait quelque chose qui m'intéressait entre les relations entre le dessin et le trajet, voilà, pour dire les choses un peu rapidement. Donc voilà. Je dessine des cartes un peu plus conventionnelles. Ici, vous en avez une. Alors, conventionnelle, je ne sais pas. Alors, évidemment, s'il y a des géographes ici, ils vont trouver que c'est tout sauf conventionnel. Vous avez une carte de Paris que vous voyez sur votre droite, qui est une carte peinte à l'huile, donc où Paris est transformé en une espèce de grand champ, comme ça, donc comme une vue un petit peu aérienne. Et puis, toute la banlieue, vous ne le voyez pas très bien sur la photo, est découpée. Donc, c'est un travail en dentelle au cutter, avec voilà, cette forme très caractéristique de Paris qui ressemble un peu à une tortue marine. Donc c'est une pièce en fait qui est simplement épinglée au mur et donc qui joue un peu sur les ombres portées. Alors je fais d'autres choses que j'appelle aussi des cartes, mais qui ne sont pas vraiment des cartes, mais qui ont à voir avec des inspections, disons, du territoire. Et qui se révèlent ensuite, se manifestent à travers souvent des dessins muraux, voilà, des dessins muraux in situ, donc qui s'adaptent aux lieux dans lesquels ils sont faits. Je vous montre ici un exemple très rapidement. C'est un tag que j'avais repéré dans un lieu dans le centre de la France, avec cette phrase, je ne sais pas si vous la voyez, je crois qu'elle n'est pas très lisible, avec une faute d'orthographe, c'est-à-dire « on a frôlé la vie ». Donc il y a un tag comme ça qui est posé sur le mur d'un gymnase de collège et qui est une citation d'un film de David Fincher et qui m'avait intéressée. Donc voilà. Donc
vous voyez voilà, à quoi ça ressemble en situation d'exposition, donc dessiné comme ça directement sur les murs. Après, soit ça reste lorsque c'est une commande privée, soit ça s'efface lorsque c'est la fin de l'exposition. Voilà. Et puis alors aussi un travail que j'ai commencé au moment où Google Earth, Thierry expliquait bien tout à l'heure comment à partir du moment où ces outils sont devenus, formaient partie de notre vie quotidienne, et bien les artistes évidemment les ont tout de suite très vite investis. Et donc des dessins que je fais à la souris à partir d'images qui ont été prises sur les lieux que je repère sur Google Maps ou Google Earth. Là en l'occurrence c'est Kaboul, c'est un dessin de 2006. Et puis, parfois aussi, ça se manifeste dans des dessins de cette nature-là, où finalement, on est dans quelque chose de peut-être beaucoup plus abstrait, on ne repère pas tout à fait de quoi il s'agit. Là, on est à Calais, et voilà, le dessin qui est dessus est un chaudron qui est sur du feu, quoi, avec des mains tout autour, et qui renvoie à une pratique assez courante chez les migrants qui consiste à se brûler, vous connaissez ça, se brûler les empreintes digitales, puisque les empreintes digitales sont les seules spécificités qui permettent de nous identifier réellement. Et donc les migrants se brûlent régulièrement les doigts pour qu'on ne puisse pas les identifier. L'ironie du sort étant que ça repousse, et donc il faut répéter la manipulation. Et puis, alors, deux dernières choses qui sont là pour le coup vraiment en projet et qui nous rapprochent de l'intitulé de cette intervention autour de la cartographie alternative. Un projet qui, alors là, pareil, je fais comme Thierry, je montre des choses que je n'ai jamais montrées, mais pour l'instant, ça n'est qu'à l'état complètement embryonnaire. Un premier projet qui consiste à établir une carte des chemins de traverse. Alors, par chemin de traverse, je n'entends pas les chemins alternatifs, les itinéraires bis ou des choses comme ça. Les chemins de traverse, je les définis comme des chemins qui ont été créés et tracés par les usagers contre le chemin initialement prévu par les urbanistes, pour dire les choses un peu rapidement. Voilà. Donc, l'idée étant très simplement de les répertorier. Donc, le projet, c'est une archive, alors qui évidemment nécessitera la collaboration de tous. D'ailleurs, je lance un appel. Si vous avez sous la main des chemins de traverse, je les archive et j'en ferai sans doute quelque chose. Donc, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit très rapidement, vous avez ici donc une vue Google Earth de la cathédrale d'Orléans. Et vous voyez, donc il y a eu des travaux récemment, donc tout a été réaménagé. Vous voyez notamment qu'il y a un espace de jardin et de circulation très marqué autour de la cathédrale pour les piétons, pour les voitures, etc. Et puis vous avez ici en bas à droite quelque chose qui moi évidemment je vous rappelle aussi, qui perturbe un petit peu, ce petit trait blanc là, comme ça, qui vient perturber ce joli gazon, et qui en fait aujourd'hui est un petit chemin qui a été pavé, mais qui à l'origine était tout simplement un chemin de traverse réellement, c'est-à-dire un lieu que les habitants empruntaient, donc bravant l'interdiction de marcher sur le gazon, parce que tout simplement c'était plus pratique, etc. Et finalement la ville d'Orléans a trouvé que il y en avait ras-le-bol d'avoir ce chemin qui faisait tâche, et donc ils ont décidé de le concrétiser et donc d'accepter finalement que ce chemin était plus logique que celui auquel ils avaient pensé initialement. Et puis il y a un autre projet qui est en cours, alors qui a à voir avec la cartographie, mais qui est un projet, alors là pour le coup beaucoup plus monumental, c'est le cas de le dire. C'est un projet qui tourne autour d'un lieu très emblématique de l'Espagne, qui s'appelle El Valle de los Caídos, donc qui est un endroit au nord-ouest de Madrid. Et qui est donc un lieu où est enterré donc, le général Franco, et aussi un ossuaire pour plus de 33 000 républicains. Et donc c'est un lieu extrêmement problématique parce que ça coûte très très cher bien sûr, c'est extrêmement visité, et évidemment c'est un lieu de culte pour le franquisme, alors que ça avait été avancé comme étant un lieu de réconciliation des deux Espagnes, donc où on enterrait les républicains, les militaires de Franco, etc. Alors les républicains à condition qu'ils soient chrétiens, c'était catholique, c'était que les républicains catholiques, les autres non. Et donc vous voyez que c'était alors ça c'est une photo ancienne. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de l'endroit, on leur pardonnera. Vous avez donc en bas à droite, c'est l'entrée monumentale
Et la particularité de ce tombeau, de cette sépulture, c'est qu'elle est sous la montagne. Donc on rentre par cette entrée monumentale. Ensuite, dessous, il y a un énorme couloir avec le tombeau, etc. Et puis de l'autre côté, il y a plusieurs même abbayes et monastères. Donc ça, c'est de l'autre côté. Alors il y a cette immense croix qui est répertoriée comme étant la croix la plus haute du monde. Alors je ne vais pas vérifier, mais j'ai lu ça à droite à gauche. Peut-être que Pierre Synthèse, qui est un spécialiste des monuments, pourra me le confirmer. Et c'est un endroit absolument terrifiant. Voici l'intérieur. Donc vous rentrez dans cette crypte qui est vraiment creusée comme ça sous la montagne. Alors le Valle de los Caídos a été construit par Franco, sous Franco, et inauguré par Franco. Voilà. Et donc c'est encore aujourd'hui un lieu extrêmement visité, un lieu de recueillement, notamment, à la fois pour les nostalgiques de l'époque. Vous voyez ici un visiteur qui fait le salut, et un lieu de curiosité. Voilà. Donc, voilà, très simplement, c'est un travail qui a commencé déjà il y a peut-être à peu près 1 an, qui est un travail d'archivage, mais aussi de parasitage du lieu, à travers différents moyens, mais que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Et donc le projet à venir sur ce lieu est un projet de course à pied, donc j'ai une pratique de la course à pied, et qui consistera à courir un semi-marathon sur le site et à écrire sur l'esplanade de l'entrée de la Valle de los Caídos une citation très très célèbre de Miguel de Unamuno, qui est un philosophe espagnol, qui est « Venceréis pero no convenceréis », donc ce serait « vous vaincrez mais vous ne convaincrez pas », qui est une phrase très célèbre que Miguel de Unamuno avait dite lors d'une célébration de ce qu'on appelle dans l'Espagne franquiste, ce qu'on appelait la réunion de la race, la célébration de la race, qui commémorait donc la découverte des États-Unis par Christophe Colomb, enfin de l'Amérique par Christophe Colomb, et qu'il avait dit donc à un général franquiste qui s'était exclamé « Mueran los intelectuales, viva la muerte », que meurent les intellectuels, vive la mort. Et donc Miguel de Unamuno, qui était à l'époque recteur de l'université de Salamanca, avait commencé son discours comme ça, en disant « Venceréis pero no convenceréis », c'est quelque chose de très très fort. Donc l'idée étant d'inscrire cette phrase en courant donc au GPS sur ce lieu, sachant que c'est extrêmement compliqué d'aller courir sur ce lieu. Mais c'est pas impossible, je l'ai déjà fait. Alors, je passe tout de suite maintenant à la question de la cartographie alternative. Donc, j'avais intitulé cette présentation « Cartographie alternative et géographie expérimentale », quelques propositions artistiques que je vais vous faire à partir de cartes et à partir d'images que je vais vous montrer. Alors, comme je ne savais pas tout à fait à quel public je m'adressais, il y a peut-être des choses que vous connaissez déjà si vous êtes des amateurs de cartes, et donc je vais passer peut-être assez rapidement sur la description, notamment des projections et des choses comme ça. Mais quand même, je voulais m'intéresser donc d'abord à cette commande. Et là, tu ne ferais pas un truc sur la cartographie alternative? Ouais, pas de problème, bien sûr. Donc moi, quand on me demande ça, je vois tout à fait, tout de suite à quoi je pense. Et en même temps, mais on se dit, devant un public peut-être non averti, qu'est-ce que c'est que la cartographie alternative? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'alternatif? Qu'est-ce que serait qu'une carte autre? Alors, pour qu'il y ait autre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un, autrement dit qu'il y ait une sorte de référence, d'accord, et que l'autre viendrait là proposer autre chose, quelque chose de différent. Et en même temps, sur la question de la carte, c'est très très compliqué parce qu'il n'y a pas une carte, il n'y a pas un modèle de carte, il y a plusieurs modèles de cartes. Alors, non seulement en Occident, mais alors dans le monde entier, il y a plusieurs façons de faire des cartes. Donc la cartographie alternative, à laquelle je préfère d'ailleurs généralement le terme anglais de mapping, alternative mapping. L'anglais qui, comme vous le savez, est une langue beaucoup plus riche que le français, nous permet de faire la distinction entre cartography et mapping, la cartographie étant peut-être plus figée dans la science de la cartographie, le mapping étant peut-être l'action d'être sur le terrain et d'être en train de faire des cartes qui évidemment mais peut-être plus proches puisqu'on est dans le faire. Donc pour qu'il y ait autre, je vous disais, il faut qu'il y ait un référent. Or, dessiner des cartes, on le sait, c'est un exercice qui est soumis à toutes sortes de péripéties.
géométriques. La première étant bien sûr la question de la projection, qui consiste à dessiner donc à plat une forme qui est ronde, comme vous le savez, la Terre, bon, qui en fait n'est pas tout à fait ronde, mais on va dire qu'elle est ronde, d'accord. Et évidemment, la carte, elle va donc se donner à plat. Donc la projection cartographique, c'est un ensemble de techniques qui permettent de représenter la surface de la Terre dans son ensemble. Et évidemment, ça implique voilà, automatiquement des formations, hein, des projections. Alors, il y a plusieurs types de projections, je ne m'attarde pas là-dessus, c'est quelque chose qui est quand même assez connu. Donc évidemment, la projection qu'on connaît le plus, dont on se sert le plus, c'est la projection de Mercator que vous avez en haut à gauche. Mais on se sert aussi pas mal de celle de Galbertin. Certaines, elles ont toutes leurs intérêts. Moi, j'aime beaucoup celle de Buckminster-Fuller. Voilà, donc je vous montre quelques exemples alors, de proportions, ce sont des images assez connues, entre la projection de Gall-Peters, Winkel-Tripel et Mercator. La projection de Mercator, donc la plus célèbre, c'est quand même celle qui est à la cause disons, du fait que beaucoup d'entre nous, je me mets volontiers dedans, avons longtemps pensé que le Groenland était aussi gros que l'Afrique, hein, ce qui est strictement faux. C'est vrai que du coup, voilà, c'est toujours très drôle de montrer ça. Donc vous voyez quelles sont les proportions. Celle de Gall-Peters serait celle qui serait la plus juste, disons, en termes de distance. Celle de Buckminster-Fuller que j'aime beaucoup, qui a été beaucoup réutilisée d'ailleurs par les peintres hein, dans l'histoire de l'art. On s'en sert beaucoup. J'adore cette carte. Celle de Gall-Peters. Donc, une carte, elle est construite à partir de données. Hein. Une carte n'existe pas sans des données, quelles qu'elles soient, qui sont réinterprétées et qui, en fonction évidemment des codes, vont fournir différentes indications. On utilise des cartes voilà, pour un peu tout et n'importe quoi. Alors, je vous en montre un exemple extrêmement célèbre qui sont ces fameuses cartes anamorphiques hein, qu'on trouve, voilà, donc à partir desquelles donc, sont des cartes qui sont construites à partir de données précises. Donc ici, je vous donne une carte anamorphique de la pauvreté dans le monde. Évidemment, ça explique hein, cette déformation des continents, mais alors vous en avez de toutes sortes. Hein, voilà, on peut faire des cartes vraiment de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, parfois, on se demande s'il n'y a pas plus de n'importe quoi que tout. Enfin, celle-ci est évidemment très, très utile. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, là je redis quelque chose que j'avais déjà dit, désolé pour ceux qui étaient, enfin en tout cas Jean, et c'était d'ailleurs le postulat de ces 2 journées d'études à l'école d'art, c'était non pas de présenter les cartes comme des objets, mais des cartes comme des dispositifs. Voilà. Alors, une fois que c'est dit, c'est très bien, mais encore faut-il qu'on s'entende sur les termes. Voilà, à mon avis, des cartes comme objets peuvent aussi être des cartes comme dispositifs, c'est-à-dire les frontières sont peut-être un peu poreuses. Bon. Alors, pour moi, il y a plusieurs termes qu'on utilise, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture avec Cédric. Le terme de dispositif est un terme qu'on utilise beaucoup, qui est revenu à la mode depuis une dizaine d'années. Et toujours le sentiment que dès lors qu'on dit dispositif, tout le monde sait de quoi on parle. C'est un peu comme Marcel Duchamp, tout le monde connaît, mais personne ne connaît en fait. Donc, pour moi, c'est intéressant, et pardon si c'est un petit peu redondant, de revenir quand même à la description du dispositif, puisque quand on parle de dispositif, on ne va pas chercher chez Hegel, on ne va pas chercher chez Heidegger, on va souvent chercher chez Michel Foucault. Et c'est intéressant de revenir à la définition du dispositif tel que Foucault l'énonce en 1977, je le cite. Le dispositif est un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit aussi bien que du non-dit. Voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre ces éléments. C'est vrai que quand on pense au dispositif, on pense souvent à des éléments disparates, comme ça, ouais, c'est un dispositif, par exemple dans le champ de l'art contemporain, alors qu'on parle d'un dispositif, ça se confond un petit peu, par exemple, avec des installations, on ne sait pas trop. Alors, en gros, quand il y a plusieurs trucs un peu hétérogènes, on dit c'est un dispositif, bon voilà, hein, c'est un vocabulaire comme ça un peu imprécis. Dans cette définition, on voit bien que le dispositif, et je le rappelle, c'est le réseau, c'est pas les éléments, c'est le réseau. Alors évidemment, ça nous parle beaucoup, en 77 non, mais nous aujourd'hui, quand on relit ça, ça nous parle beaucoup parce que bien sûr, à l'ère du réseau numérique, etc., ça a un sens. Hein. Même si, chez Foucault,
on comprend bien voilà, à partir des dispositifs qu'il analyse aussi tout l'intérêt, hein, mais évidemment nous on le regarde d'une autre manière. Alors on pourrait tenter un début de définition de la cartographie alternative en associant à la psychogéographie, donc dérivée c'est le cas de le dire, qui provient donc de la dérive situationniste. Ce sont des choses très très connues, je passerai assez vite. Vous avez sous les yeux Guide psychogéographique de Paris, donc qui est une carte. Très rapidement, la psychogéographie, donc c'est un néologisme qui a été inventé donc, par les situationnistes autour de 1955 et par notamment Guy Debord. L'idée étant chez les situationnistes de développer une réflexion sur la question urbaine qui réagissait, si vous voulez, contre la dimension fonctionnaliste de l'urbanisme. Hein. L'idée un petit peu de projeter un petit peu de rêve dans tout ça, si je puis dire. Et donc cette dénonciation de l'urbanisme fonctionnaliste, donc accusée d'organiser voilà, la circulation et d'être donc aliénante, hein, un petit peu ce qu'on vit lorsque, par exemple, on est dans un magasin Ikea, par exemple. Hein, il y a ce côté comme ça, un peu imposé de l'urbanisme. Donc les situationnistes inventent et décident de créer à travers la psychogéographie eh bien, toutes sortes de méthodes, dont la plus célèbre bien sûr est la dérive urbaine, qui est le principal outil, disons, pour appréhender ce qu'ils appellent le relief psychogéographique, qui consiste à apprécier les changements d'ambiance au sein d'une ville, des quartiers, des rues, et donc d'avoir une perception de l'espace à partir de l'individu, à partir du ressenti, plus que par le biais d'une cartographie, d'un urbanisme ou d'un sens de circulation imposé, etc. Voilà. Alors, bon, c'est extrêmement connu, c'est le début aussi un petit peu de ce qu'on appelle les cartes subjectives, mais en même temps, c'est pas du tout le début. Thierry le disait tout à l'heure, des cartes subjectives, on en fait depuis le Moyen-Âge. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été repensé, mais qui est au cœur de la cartographie depuis l'invention de la cartographie. On a toujours eu, si vous voulez, cette espèce de double pendant d'une cartographie qui se voudrait objective tout en sachant qu'elle n'en a pas les moyens. Et puis une carte objective et une cartographie plus subjective, la carte du temps, etc. On a de très grands et très beaux exemples de cartes qui n'ont rien à voir, si vous voulez, avec l'espèce de pouvoir comme ça imposé, c'est-à-dire la carte a toujours inventé l'autre. Hein, voilà. Donc les cartes subjectives. Alors bien sûr, on a pas mal théorisé, bien sûr, chez les situationnistes, il y a tout ce rapport à la société du spectacle, on connaît ça assez bien. Et puis on a cette production de cartes, alors qui sont évidemment des cartes qui sont liées à la fois aux trajets qui sont faits dans la ville, et puis aux quartiers, et puis aux situations qui sont créées dans chaque lieu. Ouais. Moi je précise quand même, parce que j'aime bien le rappeler, les situationnistes c'était aussi une bande de copains et qui allaient de bar en bar. Hein, donc la dérive situationniste c'est ici, histoire d'aller boire des coups. Je veux dire quand même, bon voilà, hein, tout ça a l'air très sérieux, mais bon. Alors, la carte subjective, ou le propre, disons, de ces cartes-là, c'est cette révolution qui fait de la carte non plus un objet top-down, mais un objet bottom-up, autrement dit, cette idée que ce seraient les usagers qui fabriqueraient les cartes. Alors, une autre figure importante pour comprendre ce type de cartographie, ou cette façon de penser la carte, c'est Michel de Certeau, qui a offert voilà, une contribution assez majeure dans la manière d'habiter les espaces urbains. Vous connaissez l'invention du quotidien. Michel de Certeau s'oppose à la carte, alors toujours un petit peu de cette même manière qu'il oppose à la marche. Il oppose les marcheurs, donc qui pratiquent l'espace, aux voyeurs qui ignorent les pratiques intégrées, disons, hein, avec cette image de quelqu'un qui serait comme ça à distance, évidemment en plus une distance supérieure, ça va de soi, et qui regarderait la ville, et puis ceux qui feraient vraiment la ville, et du coup qui construiraient vraiment la ville et ses itinéraires, qui seraient les marcheurs. Bon. C'est un peu les deux références très très bateau, hein, si vous voulez, à partir du moment où on veut commencer à réfléchir à la carte subjective. Alors, c'est aussi à partir de ces expériences et de ces intuitions qu'on a vu dans le champ de l'art arriver toutes sortes de pratiques de la cartographie liées à la marche, bien sûr. Alors, c'est l'histoire notamment du land art, mais pas que, et jusque dans les pratiques les plus récentes du GPS art.
Ce sont voilà, des pratiques dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais je vous recommande très très vivement le livre de ma collègue et bonne copine Karen Oro, qui était une collègue de Thierry Joliveau jusqu'il n'y a pas très très longtemps. Walking and Mapping, Artists as Cartographers, donc ça date de 2015, je crois, 2015. Et c'est publié au MIT Press. Donc Karen a produit comme ça ce livre dans cette relation entre la marche et la carte, alors orientée notamment sur la cartographie numérique, mais pas seulement. Et je profite justement de cette très belle couverture pour vous montrer donc un exemple très très connu et très classique du GPS Art, qui est c'est recadré, hein, normalement c'est une carte complètement carrée de 3 mètres sur 3, qui est une œuvre de Jeremy Wood, qui est un des artistes, disons, les plus connus, reconnus du GPS Art, fort sympathique au demeurant, et qui a fait cette œuvre qui s'appelle My Ghost, donc mon fantôme, voilà, très bien intitulée, et qui est une carte de Londres, créée à partir de ses propres déplacements, donc qui est une carte faite avec un GPS à partir de ses propres déplacements. Lorsqu'elle s'expose, elle s'expose en noir et blanc, donc avec ce rapport justement au ghost, au fantôme, dans un tirage, dans une impression jet d'encre, une très grande impression jet d'encre, voilà, avec ce côté comme ça évanescent, évidemment les traits les plus appuyés étant les lieux où il passe le plus souvent, avec donc cette idée que ce sont les habitants qui créent, qui forment, qui inventent leur propre carte. Alors, ce sont des pratiques qu'on connaissait bien avant l'invention du GPS, alors avec évidemment des variantes et puis des implications différentes dans le champ de l'art. Je vous en montre un autre exemple très célèbre également. Donc, il y a de 1960 d'un artiste qui s'appelle Stanley Brown et qui a fait toute une série de dessins intitulés This Way Brown. Donc alors évidemment la carte, le GPS Art et toutes ces pratiques-là ont à voir évidemment avec le dessin performatif, hein. On est à la fois dans la performance, on a des artistes marcheurs très célèbres comme Francis Alice, etc. Et donc l'exemple que je vous montre là a aussi évidemment à voir avec le rapport comme ça performatif à l'espace public. Donc il s'agissait tout simplement de demander, donc je vous l'ai dit c'était à Amsterdam, il s'agissait simplement de demander son chemin des passants, donc Stanley Brown leur demande d'esquisser une carte, un petit itinéraire sur le croquis, et ensuite sur chaque croquis, Stanley Brown donc, a posé un tampon donc, qui authentifiait l'œuvre, ou en tout cas faisait de ce croquis une œuvre, et évidemment dans This Way Brown, donc l'œuvre est à la fois bien sûr la démarche, la rencontre et l'itinéraire bien sûr avec le croquis. Donc voilà, ce sont des pratiques comme ça qui donnent lieu, bien sûr, comme la plupart des pratiques performatives aussi, à toute une documentation, des photos, les dessins à proprement parler, l'explication, etc. Je vous en montre ici un autre exemple. Vous voyez, ce sont des choses extrêmement sommaires. Alors, cette pratique ou cette idée qui consiste à demander à des gens de dessiner pour soit expliquer une histoire, soit etc., c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Là, on est dans les années 60, mais qui existe tout à fait, par exemple, dans la pratique de quelqu'un comme Phil Roskens, par exemple. Bon, voilà. Donc, c'est assez commun, on va dire. Enfin, commun. Alors, à ces pratiques, il faut ajouter également toutes celles des scapes. Alors, il y a toutes sortes de scapes. À mon avis, les scapes sont en passe de devenir nos nouveaux ismes. Donc, celles des paysages sonores, par exemple, les soundscapes. Et puis, toutes formes de scapes, les borderscapes, bien sûr. Donc, voilà, on est assez familier de ça, notamment à travers l'anti-atlas des frontières, rattachant donc toute cette cartographie à la rhétorique du paysage et du territoire de manière générale. Alors, il y a dans le champ de la cartographie, je disais tout à l'heure, dans la cartographie, il y a toujours eu, disons, ces deux
pendant, objectif, subjectif, disons, je le dis pour aller très très vite. Mais dans la cartographie liée, disons, au champ de l'art, il y a aussi, je dirais, deux grands courants. C'est un peu schématique, mais je n'ai pas le temps d'être plus précise, plus nuancée. Un courant qui serait celui qui exploite l'imaginaire, les représentations, la carte comme objet, justement, le paysage. Donc là-dessus, bon, mais il y a des gens très intéressants, des théoriciens passionnants qui ont pas mal écrit. Je pense à Gilles Tiberghien, par exemple, qui est à la fois un spécialiste du land art, mais aussi du voyage, de l'aventure, l'imaginaire, le rêve, etc. C'est d'ailleurs une très fine plume. Jean-Marc Besse, alors dans un autre genre, mais qui s'intéresse bien sûr au paysage. Donc il y a cette partie-là. Et il y a aussi, avec l'avènement du circuit fermé, et puis surtout bien sûr la géolocalisation par satellite, etc., une autre forme de cartographie qui va être utilisée notamment pour parler de contre-histoire ou pour établir peut-être des contre-dispositifs. Et ça sera plutôt la vocation de la cartographie alternative. Alors, l'une ne contredit pas l'autre, c'est-à-dire que la cartographie, les cartes que je vais vous présenter maintenant, sont des cartes qui restent aussi des objets qu'on peut admirer en tant qu'objet, mais je dirais que le centre de gravité n'est pas tout à fait le même, hein, en fonction des cartes qu'on regarde et auxquelles on s'intéresse. Alors, très rapidement, je vous montre ici quelques exemples donc, voilà, que je vais égrener, puis j'aimerais avoir le temps de vous montrer deux minutes d'un petit film d'un collectif que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, pour commencer, vous avez sous les yeux une carte de Léopold Lambert. Donc Léopold Lambert, c'est un architecte, un essayiste, c'est le directeur de la publication d'une revue que vous connaissez peut-être en ligne, qui s'appelle qui est pas seulement en ligne d'ailleurs, The Funambulist. Et je vous présente ici une chronocartographie du massacre du 17 octobre 1961, dont vous trouverez toute la documentation, parce que ça n'est pas seulement une carte, c'est aussi toute une documentation que vous trouverez sur un numéro de la revue Vacarme, qui est en ligne, hein, qui est très récent, qui est sorti là au mois d'octobre. Donc, je vous lis simplement un court descriptif de cette carte pour vous aider un petit peu à la décrypter. Vous compreniez quel était le but donc, de Léopold Lambert. Donc, je vous rappelle, c'est chronocartographie du massacre du 17 octobre 1961, où on va comprendre que les cartes, elles servent aussi peut-être à désamorcer des informations qui passent peut-être un peu trop vite dans les livres d'histoire. Et vous verrez qu'il a créé cette carte aussi en pensant à une première chronocartographie qu'il a faite, notamment des événements de la Semaine sanglante de la Commune de Paris. Et d'ailleurs, ces deux événements sont d'ailleurs mis souvent en relation, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail non plus. Alors, je le cite. Dans la recherche que je mène sur la structure des 5 épisodes d'état d'urgence déclarés par la France depuis 1955, un événement clé est le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, peu avant la fin de la Révolution algérienne. Ce qui frappe dans la commémoration annuelle, bien timide au regard de l'importance de l'événement, l'unicité supposée de lieu et de temps. C'est vrai que quand on parle, quand on commémore hein, ces événements, voilà, on a l'impression qu'en gros ça s'est concentré à Saint-Michel, qu'on a balancé des gens dans la flotte, et puis voilà. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon. Selon le récit communément admis, les scènes les plus violentes, des policiers jetant des Algériennes et Algériens, je ne sais pas comment on oralise l'écriture inclusive, je suis désolée, dans la scène, se produisirent autour de la place Saint-Michel, au centre de Paris, et advinrent à un moment d'exaspération où les manifestations de masse étaient interdites. Ce que révèlent au contraire les recherches, c'est la multiplicité des lieux et des moments du massacre. C'est ce qu'essaie d'illustrer cette série de cartes qui utilise des images aériennes à plus ou moins 3 ans de la date en question. J'ai suivi la méthode précédemment utilisée pour montrer la relation entre l'organisation de la ville et la sanglante répression de la Commune de Paris. Donc je vous montre, alors ça pour le coup c'est vraiment une carte qu'il a faite, donc toujours le même Léopold Lambert, chronocartographie des massacres de la Commune de Paris, avec à chaque fois les dates précises et puis les évolutions avec un emplacement, à chaque fois un emplacement très précis pour les barricades. Et donc encore une fois, je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce travail-là, mais ces cartes ne sont qu'une voilà, une toute petite partie de l'impressionnante documentation qui est
fournis, disons, pour rectifier un petit peu ces événements et les instaurer non seulement dans un espace, mais aussi dans un temps, et qui ne sont pas dans une unicité comme ça, absolue, mais qui sont séparés dans plusieurs moments. Je vous montre une autre carte que vous avez peut-être vue circuler récemment sur les réseaux. Alors je regrette de ne pas en avoir la version interactive, j'aurais dû mieux m'organiser, mais vous irez voir. C'est une carte de Levi Westerveld, Those Who Did Not Cross, donc c'est une carte qui a été faite entre 2011 et 2015, et qui est une carte interactive donc, sur laquelle vous pouvez zoomer. D'ailleurs c'est très important de pouvoir zoomer. Puisque, comme son nom l'indique, c'est une carte qui recense à partir de données très précises le nombre de morts en Méditerranée, à la tête d'épingle près, j'allais dire, puisqu'il y a, donc, alors évidemment on n'a pas toutes les données, mais en tout cas toutes les données dont disposait cette cartographe ont été utilisées pour faire cette carte. Donc vous ne le voyez pas bien sur l'image que je vous en montre, mais chaque conglomérat rose est fait lui-même de tout petits points, voilà, qui répertorient par zone les lieux autour des îles notamment où sont morts voilà, des gens noyés. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle décide de ne pas représenter, de représenter les pays du Nord, de l'autre côté uniquement par ces lignes noires que vous apercevez en haut de la carte. Donc je le cite, pardon. J'ai donc défié les représentations classiques avec une nouvelle exploration cartographique imaginée à partir d'une importante base de données, en essayant d'intégrer à l'image une dimension humaine qui provoque l'émotion du public. Les nombreuses images et vidéos qui montrent les embarcations qui coulent ou les migrants tombés à l'eau sont peut-être efficaces pour donner une idée de ce qui se joue en Méditerranée, mais ils ne montrent rien du nombre effarant d'êtres humains qui meurent en tentant de traverser la mer. Et c'est vrai que à mesure qu'on zoome dans cette carte, et désolé de ne pas pouvoir en faire la démonstration aujourd'hui, mais on a l'impression qu'on va tomber sur quelques points, mais en fait on est happé par des milliers et des milliers et des milliers de points comme ça, une espèce de... Alors après, tous les groupes sont dessinés de manière différente, avec une spécificité vraiment accordée, une espèce de soin dans le détail. Voilà. Alors, donc, on comprend bien que dans ces cartes que je vous montre là, au-delà de la dimension toujours très esthétique d'une carte, il y a cette volonté d'en faire un véritable usage, ce qui contredit, on va dire, la sorte de vocation historique de l'art, qui, comme vous le savez, est censé ne servir à rien, surtout pas. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, la fabrication de cartes comme contre-dispositif, c'est aussi l'idée de venir peut-être profaner les dispositifs. Le dispositif serait imaginé comme des entités comme ça un peu toutes puissantes et un petit peu à l'image, disons, de la religion qu'il faudrait profaner, l'espace du sacré, si vous voulez, qu'il faudrait venir profaner. Alors, je renvoie ici à certains textes de Giorgio Agamben sur la question de la profanation qui me semble très intéressant. Je crois que dans les artistes que je vais vous montrer là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, le côté pervers du contre-dispositif, c'est qu'il génère lui-même un dispositif et donc il faut sans cesse réinventer des contre-dispositifs. Vous voyez, c'est un peu comme la culture et la contre-culture. Je veux dire, la contre-culture, dès lors qu'elle devient une culture, il faut de nouveau... Bon, voilà. Donc, c'est incessant. Je vous montre ici, c'est ici que je vais pouvoir vous montrer un petit peu d'images animées. Un autre exemple donc, chez un groupe d'artistes que j'admire énormément, qui s'appelle Forensic Architecture. Donc Forensic Architecture, c'est une agence de recherche qui a été fondée en 2010 par un groupe d'architectes, d'artistes, de cinéastes, de journalistes d'investigation, des scientifiques, des avocats, qui agissent parfois de façon indépendante, mais aussi parfois sous la demande d'avocats ou même d'ONG pour enquêter sur la violence d'État ou parfois la violence des grandes entreprises.
en particulier lorsque ça affecte l'environnement architectural, mais pas que. Voilà, là, les travaux les plus récents d'ailleurs ont à voir beaucoup avec l'écologie notamment. Bon. Et donc ils produisent des archives de preuves à partir de maquettes, d'images, de cartes, d'animations, des analyses vidéo et beaucoup de cartographie interactive qu'ils vont présenter aux médias et aussi au cours international, c'est-à-dire que Forensic Architecture a vraiment un impact voilà, direct sur ces questions-là. Alors je vous montre un projet précis, c'est très riche, donc vous irez voir sur leur site, les projets sont extrêmement bien documentés. Que j'ai vu cet été à Barcelone, il y a eu une très belle exposition Forensic Architecture cet été. Alors le théoricien qui accompagne un petit peu Forensic Architecture, c'est Eyal Weizman, bon, que je ne vous présente pas, mais bon, regardez les catalogues, bon, c'est lui qui a écrit la plupart d'ailleurs des catalogues sur leur travail. Et je vous montre ici donc un travail spécifique, donc Rafa, Vendredi Noir, 1er août 2014. L'image que vous avez ici n'en est qu'une partie, disons, de la documentation qui a été produite autour de cette enquête. Donc il s'agit d'une image de Rafa prise par le satellite européen Pléiade. Et c'est une carte sur laquelle Forensic Architecture a situé tous les événements, caméras et angles de vision à partir des vidéos et des images des colonnes de fumée envoyées par les habitants qui se faisaient bombarder. Donc en fait, ils vont chercher de la documentation, parce qu'évidemment, ce sont des événements qui sont très peu documentés, ou alors qu'ils le sont énormément, mais qu'ils le sont surtout par la population qui se prend des bombes, quoi, hein. Donc il n'y a pas de documentation officielle, si vous voulez, hormis celle voilà, qui peut passer autorisée par les télévisions. Donc à partir des images qui ont été faites par les habitants, eh bien, ils vont croiser des informations pour établir les faits. Donc, si j'arrive à me connecter, je vais vous montrer, alors je ne vous montre pas tout, mais vous allez comprendre comment ça fonctionne. Alors, en principe, on a le son. This set of photographs shows 3 consecutive strikes. On entend bien? We locate the strikes on the satellite image where we see large craters. Remote sensing analysis reveals vegetation destroyed or damaged. This sensor helps detect many more bomb craters from airborne strikes, as well as artillery strikes that would have been difficult to locate otherwise. We locate all of the strikes that we have timed. Donc, tout ça, c'est les impacts de bombes, les obus. Voilà, ça se compte en milliers. Hein. This helps to establish an accurate map of all the areas impacted during the 1st of August. Une journée, hein, 1er août. Donc, bon, vous regarderez, il y a plusieurs vidéos, vous verrez que c'est très... je reprends mon diaporama. Donc, Forensic Architecture, par exemple, ce qui est intéressant, et c'est le cas bon, des artistes, disons, de la cartographie alternative, c'est qu'ils ne se limitent pas, si vous voulez, à produire des enquêtes, etc. C'est que leur travail existe dans le champ de l'art contemporain. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important peut-être à souligner aujourd'hui. C'est, dans le fond, pourquoi ces manifestations se revendiquent ou relèvent du champ de l'art. Et ça, peut-être que ça va recouper peut-être des préoccupations qui sont à l'œuvre ici dans les choix interdisciplinaires, art, sciences, etc. Autrement dit, pourquoi est-il important de réfléchir à partir du champ de l'art à ces questions-là, qui, comme vous le voyez, sont des questions très importantes, hein. On n'est pas là, on n'est pas en train de dessiner une carte un peu, c'est pas le jogging sur la vallée de Los Caídos, hein. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très sérieux, mais qui en même temps s'expose au MACBA, hein, donc le plus grand musée d'art contemporain de Barcelone. Et ça, pour moi, c'est peut-être une des particularités et un des intérêts de la
de la cartographie, ce qu'on va voir tout à l'heure comme la géographie expérimentale avec Trevor Paglen, c'est de déplacer, si vous voulez, les questions et de les déplacer du marché de l'art vers les questions liées aux sciences humaines. Ça fait très longtemps que l'art a quitté le système des beaux-arts. L'art, enfin, en tout cas, bon, alors là, on peut en discuter, hein, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, l'art est une science humaine. Et à partir de là, la pensée qu'elle provoque, soit par les œuvres elles-mêmes, soit parce que les commentateurs vont en faire, elle a une sorte de droit de cité, vraiment dans en dehors, si vous voulez, du marché de l'art, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vrai que lorsqu'on parle d'art contemporain, il y a toujours une espèce d'image comme ça, très négative de l'art contemporain, Jeff Koons, Lafiac, des choses comme ça qu'on ne comprend pas. Et en même temps, je crois que les artistes, notamment de la cartographie, de la géographie expérimentale, sont depuis 10-15 ans là, en train de révolutionner complètement la conception même de l'art. Et de sa façon d'exister, de s'exprimer, etc. Alors, c'est pas seulement que ça révolutionne la cartographie, la recherche, etc., c'est que c'est surtout à l'intérieur même du champ de l'art que c'est en train de faire bouger les choses. Je vous donne un autre exemple. Oui, je suis un peu en retard. Oui, 5 minutes, ok, très bien. Alors, je m'en veux à mort parce que je voulais... j'ai travaillé sur cette carte et je l'avais et je l'ai laissée sur mon bureau. Alors, voilà, je voulais vous l'apporter, voilà, mais c'est pas grave, vous la voyez en image, j'en ai une autre. Simplement vous montrer qu'il y a autour de la cartographie alternatives, bon, etc. Toutes sortes d'initiatives et toutes sortes de recherches qui sont faites. Je vous en montre simplement un exemple qui est un atlas qui est un petit peu ancien maintenant. Un Atlas of Radical Cartography. Alors ça c'est la cartographie radicale. Alors c'est pas la cartographie alternative, la cartographie radicale qui est une sous-branche de la cartographie alternative. Alors je n'ai pas eu le temps de vous faire toutes les sous-branches, mais il y en a vraiment. Voilà, c'est aussi. On pourrait en faire une carte d'ailleurs. C'est vraiment multiple. Je vous en montre 2 exemples. Très rapidement. Donc excusez-moi, donc c'est un essai, donc c'est 10 essais sur la question de la cartographie radicale qui sont accompagnés, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer l'objet, parce qu'on fabrique quand même beaucoup d'objets quand on fait des cartes, qui est donc un atlas avec des cartes qui sont là, vous pourrez regarder tout à l'heure. Donc une d'elles, c'est Roots of Least Surveillance, que vous avez sous les yeux, qui date de 2001, donc c'est très ancien maintenant pour nous évidemment, et qui était une carte donc, de Manhattan que vous reconnaissez, qui avait été construite pour éviter les caméras de surveillance. Donc c'est ce qu'on appelle la cartographie tactique à l'intérieur de... Voilà. Alors évidemment, après ce qu'on a vu tout à l'heure, les initiatives donc, que nous a montré Thierry Joliveau, maintenant on ne dessinerait peut-être plus une carte, on pointerait, voilà, on prendrait un pot de peinture et on pointerait carrément au milieu voilà, en disant attention, ici il y a une carte. Mais évidemment, à chaque fois, ce sont des cartes qui ont été faites, soit voilà, par quelqu'un qui est un peu trop basané, il sait très bien que les caméras de surveillance vont l'aligner, un autre qui est un étudiant sympa mais qui vend un peu de shit, donc ça l'intéresse de ne pas trop passer par là, d'autres qui est un militant, etc. Et donc à chaque fois, c'est vu d'un point de vue différent. Et donc on a cette carte à l'usage de ceux qui voudraient éviter les cartes de vidéosurveillance. Donc évidemment, c'est partie de la cartographie radicale, elle doit être entendue non plus dans l'optique, si vous voulez, foucaldienne des techniques de surveillance, mais beaucoup plus finalement dans ce qu'il a développé à partir de 1978 sur la question du biopouvoir, hein, avec ce déplacement entre le gouvernement disciplinaire vers un gouvernement libéral qui sera plutôt vers une politique de prévention. Hein. Donc l'idée n'est plus tant voilà, d'interdire, mais plutôt de prévenir. Et évidemment, dans la politique de prévention, il y a la prévention, elle est là évidemment à condition qu'on puisse assurer votre sécurité. Donc votre sécurité est évidemment assurée notamment par les caméras de surveillance, etc. Et donc ce déplacement hein, dans les deux types de surveillance
fait que le pouvoir est moins visible en tant que tel, mais qui s'exerce évidemment sur tous les dispositifs. On en a, et j'en ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps, une version absolument redoutable dans l'application Live 360, que vous connaissez peut-être pour le téléphone portable. Je vous l'explique quand même parce que alors là c'est terrible. C'est une étudiante suicidaire qui m'en a parlé récemment. Live 360, c'est une application de géolocalisation du téléphone portable. C'est un réseau social, donc vous avez vos amis que vous pouvez géolocaliser et en contrepartie vous acceptez qu'ils vous géolocalisent. Alors c'est vendu comme un outil de géolocalisation pour les familles, par exemple, voilà, fiston va faire un voyage en Inde, c'est hyper drôle, on va pouvoir le géolocaliser sur la carte, mais de fait c'est un véritable outil de surveillance qui crée des comportements complètement névrotiques. Exemple, cette étudiante en question qui a sa petite amie qui vit ailleurs et qu'elle surveille donc à longueur de journée sur Live 360 et ça crée une angoisse telle que lorsqu'elle disparaît du réseau, évidemment la conclusion c'est qu'elle est forcément en train de la tromper, donc on s'envoie un texto pour se rassurer. Donc ça veut dire pareil pour ses parents qui la fliquent, comme ça, etc. En même temps, elle ne peut pas désinstaller cette application parce que si elle la désinstalle, ça veut dire qu'elle a des choses à cacher. Voyez, donc là, on est complètement pris et là, ça génère des choses pas possibles. Je finis très rapidement sur Trevor Paglen, donc, qui a une carte. Alors celle-ci, je ne l'ai pas oubliée, vous pouvez la regarder tout à l'heure dans sa version papier. Je vous la montre ici dans une version exposée. Selected CIA Aircraft Route, donc là, une sélection des trajets des avions de la CIA entre 2001 et 2006. Alors très rapidement, Trevor Paglen, donc c'est un artiste, un géographe et un écrivain américain, donc alors lui extradisciplinaire total. Son travail s'articule autour de la géographie, l'activisme, aussi les droits de l'homme, donc un petit peu comme Forensic Architecture, sauf que lui, il ne crée pas du tout les archives, disons, à la même échelle que Forensic, et puis il garde toujours aussi un peu ses distances, d'ailleurs assez artistiques, avec les images qu'il photographie. Et donc il s'est intéressé, ça fait longtemps qu'il s'intéresse donc sur ces mondes noirs, ces black worlds, donc ces infrastructures de l'appareil militaire américain et de la CIA qui cherchent à rester secrets et cachés de l'opinion publique. Donc c'est notamment les lieux où on peut torturer, donc on sort du territoire américain pour torturer, etc. Donc sa méthode de travail, alors elle a un petit peu en commun avec Forensic Architecture qu'elle s'apparente parfois à l'investigation, à l'enquête, avec des interviews, des enquêtes de terrain, etc. Et il va identifier par exemple des camps de torture américains en Afghanistan et les compagnies aériennes de la CIA qui transfèrent les suspects, alors sans aucune autorité légale bien sûr, des pays les plus éloignés au centre de détention américain. Donc c'est les rendition flights, donc voilà. Et il a une spécificité, c'est qu'il va se rendre sur les lieux et il va utiliser un appareillage très très spécifique, donc on l'utilise notamment pour la photographie spatiale, donc il peut capturer jusqu'à 100 km de distance et donc il va photographier ces lieux interdits dans lesquels eh bien, on peut commettre les pires exactions, donc ça crée des photos comme ça un peu floues avec voilà, ce rapport à la distance et cette poussière comme ça atmosphérique donc avec des photographies qui en plus sont extrêmement, on va dire là pour le coup esthétiques, et ça n'est pas une critique, hein, au contraire, mais même quelque chose d'extrêmement pictural. Ici vous avez un Rupert Drone absolument magnifique. Et puis il y a tout un autre travail, c'est un titre que j'adore et je finirai là-dessus un peu rapidement, désolée d'avoir été trop longue, qui sont des ciels, magnifiques ciels, parce qu'un peu kitsch comme ça, et qui correspondent en fait à une démarche qui consiste à attendre et attendre et attendre pendant très 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 longtemps que passe dans le ciel eh bien, un drone, ces avions furtifs, et donc là vous en avez un qui est en bas, un peu en bas à droite, vous voyez, c'est un drone, et donc évidemment c'est un travail à la fois extrêmement poétique, le ciel comme ça, ouverture, et puis en même temps cette recherche finalement de la furtivité, des choses qu'on ne voit pas. Hein. Le travail de Trevor Paglen consiste effectivement à montrer comme ça des choses qu'on ne voit pas, un petit peu à l'instar de la chronocartographie que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment cette idée comme ça de vouloir révéler. Voilà. Alors, je finis là-dessus, j'aurais pu vous dire d'autres choses, mais je n'ai pas le temps, une autre fois. Voilà, peut-être pendant la discussion tout à l'heure.